L'année est 2026. Imagine que tu es un épargnant français typique. Tu as 50 000 euros sur ton livret A. Tu as un appartement à Lyon que tu as payé 300 000 euros. Tu as ta retraite complémentaire qui est investie dans des obligations américaines. Tu viens de lire dans le Figaro que l'économie américaine reste forte, que le dollar est toujours la monnaie de réserve mondiale, que ton épargne est en sécurité. Tu n'es pas inquiet pour l'inflation. Faisons comme si les banques centrales et les traités de Bretton Woods avaient magiquement disparu. Pouf, parti. Pas de Fed, pas de BCE, pas d'accords internationaux. Juste toi, ton épargne et la réalité brute de la géopolitique monétaire. Tu penses que ça va être stable ? Tu penses que ton pouvoir d'achat va se maintenir parce que tu as des euros ? Mon ami, tu es sur le point de marcher dans le plus grand piège monétaire de l'histoire moderne. Tu vois, le dollar américain n'est pas juste une monnaie forte. C'est un système de contrôle géopolitique conçu par Henry Kissinger en 1974 pour forcer le monde entier à financer la dette américaine. À partir du moment où Nixon a abandonné l'étalon or en 1971, tu ne combats pas une simple inflation. Tu combats un système où chaque baril de pétrole que la France achète renforce la domination du dollar, où chaque transaction énergétique française enrichit le trésor américain, et où ton épargne finance des guerres auxquelles tu n'as jamais consenti. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la Fed ou de taux d'intérêt. On va examiner la réalité géopolitique terrifiante de pourquoi le dollar va s'effondrer, pourquoi ton épargne est en danger et ce qui vient après. Accroche-toi, ça va être coûteux. 1. Le pétrodollar, l'accord secret qui a créé l'Empire américain. Commençons par le commencement. La domination du dollar ne repose pas sur la force de l'économie américaine. Elle ne repose pas sur l'innovation technologique. Elle ne repose même pas sur la productivité des travailleurs américains. Elle repose sur un accord secret signé en 1974 entre Henry Kissinger et le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Le deal était simple et brutal. L'Arabie Saoudite vend son pétrole uniquement en dollars américains. Pas en francs, pas en marks, pas en yens, uniquement en dollars. En échange, les États-Unis fournissent une protection militaire totale au royaume saoudien. Des armes, des bases, des garanties de sécurité. Pense-y une seconde. Pourquoi cet accord était nécessaire ? Parce qu'en 1971, Nixon avait abandonné l'étalon or. Le choc Nixon. Du jour au lendemain, le dollar n'était plus adossé à rien de tangible. Pas d'or dans les coffres de Fort Knox pour garantir sa valeur. Juste une promesse. Et les promesses, dans la géopolitique, ça vaut exactement ce que vaut la force qui les soutient. Donc en 1974, après l'embargo pétrolier de 1973, qui avait mis l'Occident à genoux, Kissinger a volé vers Jeddah. Il a négocié. Et il a créé le pétrodollar. Mettons ça en perspective avec quelques chiffres concrets. L'Arabie Saoudite produit environ 11 millions de barils de pétrole par jour. La consommation mondiale de pétrole, 100 millions de barils par jour. Ça veut dire que chaque jour, des centaines de millions de transactions pétrolières ont lieu dans le monde. Et depuis 1974, chacune de ces transactions exige des dollars américains. Pas parce que le dollar est pratique, pas parce que c'est la meilleure monnaie, mais parce que les Saoudiens ont dit « dollar ou rien ». Voici les statistiques qui font mal. En 1975, un an après l'accord Kissinger-Faisal, environ 80% du commerce pétrolier mondial se faisait en dollars. En 2000, c'était presque 100%. 100%. Ça veut dire que la France, qui n'a pas un seul puits de pétrole sur son territoire métropolitain, doit acheter des dollars américains juste pour chauffer ses maisons, pour faire rouler ses Renault, pour faire fonctionner ses usines. Tu comprends l'ironie ? La France a construit son programme nucléaire massif dans les années 1970, en partie pour échapper à cette dépendance pétrolière. Et c'était intelligent. Mais même avec 70% de son électricité nucléaire, la France reste dépendante du pétrole pour le transport, pour l'industrie, pour 1000 usages quotidiens. Et chaque goutte de pétrole importé enrichit le dollar. Voici comment le mécanisme fonctionne. Le recyclage des pétrodollars. L'Arabie Saoudite vend son pétrole. Elle reçoit des centaines de milliards de dollars. Qu'est-ce qu'elle fait avec ces dollars ? Elle ne peut pas les manger. Elle ne peut pas construire des gratte-ciel avec des billets verts. Donc, elle achète des bons du Trésor américain, elle prête cet argent aux États-Unis, à des taux d'intérêt ridiculement bas, et voilà comment le système se boucle.
Les États-Unis achètent du pétrole saoudien avec des dollars qu'ils impriment. Les Saoudiens prennent ces dollars et les reprêtent aux États-Unis. C'est un cercle parfait. Un système pyramidal géant, mais légal, parce qu'il est soutenu par la plus grande armée du monde. Félicitations, tu finances l'armée américaine chaque fois que tu fais le plein d'essence. Chaque fois que tu payes à la pompe Shell ou Total Energy, une fraction de cet argent traverse l'Atlantique, se transforme en dollars, puis retourne aux États-Unis sous forme de prêts au Trésor américain. Tu finances les porte-avions. Tu finances les bases militaires en Irak. Tu finances le Pentagone, sans jamais avoir ton mot à dire. Mais si tu penses que ça, c'est grave, attends de voir ce qui arrive quand les Saoudiens décident qu'ils ne veulent plus jouer à ce jeu. 2. Les BRICS, la coalition anti-dollar que personne n'a vu venir. Ok, donc forcer tout le monde à utiliser le dollar pour le pétrole, ça a marché pendant 50 ans. De 1974 à 2024, le système a tenu. Les États-Unis ont imprimé des dollars, le monde les a acceptés. L'hégémonie américaine semblait éternelle. Tu es intelligent, tu es un génie géopolitique. Tu penses que les États-Unis vont juste continuer à dominer parce qu'ils ont la plus grande armée ? Tu penses que le dollar va régner éternellement parce que c'est comme ça depuis ta naissance ? Faux. Tu viens de sous-estimer 3,2 milliards de personnes. En 2023, quelque chose d'historique s'est produit et presque personne n'en a parlé en France. Les BRICS ont décidé d'élargir leur alliance. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ça, c'était l'ancien groupe. Maintenant, ajoute l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie. L'Argentine était invitée, mais a refusé sous Milei. Mais même sans l'Argentine, regarde ce que ça donne. Le PIB combiné des BRICS+, 28 500 milliards de dollars. Le PIB du G7, 31 000 milliards. Tu réalises ce que ça veut dire ? Le bloc BRICS+, représente maintenant presque autant de pouvoir économique que l'ensemble de l'Occident développé. Et ça ne compte que le PIB nominal. Si tu calcules en parité de pouvoir d'achat, les BRICS ont déjà dépassé le G7. Population, 46% de l'humanité. Presque la moitié des êtres humains vivants aujourd'hui font partie d'un pays BRICS+. Mettons ça en perspective avec les ressources énergétiques. Les BRICS+, contrôlent 42% de la production mondiale de pétrole, 38% des réserves de gaz naturel. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde, avec 10,5 millions de barils par jour. L'Inde arrive deuxième. La Russie est l'un des plus grands exportateurs. L'Arabie Saoudite et les Émirats aussi. Tu vois le tableau ? Ce bloc contrôle à la fois l'offre et la demande du marché pétrolier mondial. Et maintenant, ces pays ont décidé qu'ils n'ont plus envie d'utiliser le dollar. Mars 2023. La Chine et l'Arabie Saoudite annoncent qu'elles concluent des transactions pétrolières en yuan, pas en dollars, en yuan chinois. C'est la première fois depuis 1974 que l'Arabie Saoudite accepte officiellement une autre monnaie que le dollar pour son pétrole. La Russie et l'Inde font du commerce en roupies et en roubles. Le Brésil et la Chine ont établi un swap de devises direct. Plus besoin de passer par le dollar comme intermédiaire. Voici où ça devient intéressant. Ou terrifiant selon ta perspective. La part du dollar dans les réserves de change mondiales était de 71% en l'an 2000. En 2024, elle est tombée à 58%. Ça semble encore dominant, non ? 58%, c'est toujours la majorité. Réfléchis encore. Une chute de 13 points de pourcentage en 24 ans. Et cette chute s'accélère. Entre 2020 et 2024 seulement, le dollar a perdu 4 points. L'accélération est en cours. La Banque des BRICS, créée en 2015, a émis 33 milliards de dollars en monnaie locale en 2023. Pas en dollars, en yuan, en roubles, en réal, en roupies. Le commerce entre la Russie et la Chine, en 2021, c'était 147 milliards de dollars de volume et 95% se faisait en dollars américains. En 2023, le volume est monté à 240 milliards, une augmentation de 63%. Mais maintenant, 90% se fait en yuan et en roubles, presque rien en dollars. Tu comprends ce qui se passe ? Le système pétrodollar est en train de mourir sous nos yeux. Et voici le problème pour les États-Unis. Chaque sanction qu'ils imposent accélère ce processus. La Russie, exclue de SWIFT en 2022, elle a construit son propre système, le SPFS.
159 banques participantes dans 23 pays. La Chine a le CIPS, son système de paiement interbancaire transfrontalier. Plus de 1400 institutions financières y participent maintenant. L'Inde connecte son système UPI avec Singapour, les Émirats, la Thaïlande. Le monde est en train de construire une infrastructure financière parallèle. Et cette infrastructure n'a pas besoin de dollars. Félicitations les États-Unis, tu viens de transformer tes ennemis en un bloc économique unifié en utilisant trop de sanctions. Tu as prouvé au monde entier que le dollar n'est pas une monnaie neutre, c'est une arme. Et personne ne veut tenir une arme qui peut être retournée contre lui. Ça veut dire que ton usine Renault en Chine ne peut plus facilement rapatrier ses profits sans passer par le yuan. Ça veut dire que Total Energy doit maintenant négocier en plusieurs devises selon le pays où elle opère. Ça veut dire que la France, coincée entre son alliance américaine et ses intérêts commerciaux avec les BRICS, doit jouer un jeu d'équilibriste de plus en plus dangereux. On va parler de ce qui arrive à ta retraite quand le dollar perd son statut de monnaie de réserve plus tard. Mais d'abord, parlons de la monnaie qui attend dans l'ombre depuis 20 ans. 3. Le yuan, la monnaie que la Chine a préparée pendant 20 ans. La Chine n'a pas décidé en 2023 de défier le dollar. Ce n'était pas une révélation soudaine. C'était l'aboutissement d'une stratégie de 20 ans. 20 ans de préparation méthodique, patiente, invisible. 2002. La Chine commence à accumuler des réserves d'or, discrètement, sans faire de vagues. Pendant que les banques centrales occidentales vendaient leur or dans les années 1990 et 2000, considérant que c'était une relique barbare, la Chine achetait, et achetait, et achetait. 2008, la crise financière mondiale. Les banques américaines s'effondrent, Lehman Brothers disparaît. Le système financier occidental révèle sa fragilité. La Chine regarde, elle prend des notes. Elle voit que le dollar, malgré toute sa puissance, repose sur une confiance qui peut s'évaporer en quelques semaines. 2015, le yuan est ajouté au panier des droits de tirage spéciaux du FMI. C'est une reconnaissance officielle. Le yuan devient une monnaie de réserve internationale. Pas au même niveau que le dollar encore, mais la porte est ouverte. 2016, Shanghai ouvre sa bourse de l'or libellée en yuan. Pour la première fois, le prix de l'or peut être fixé en yuan, pas seulement en dollars. C'est une alternative au système dominé par Londres et New York. 2022, le yuan numérique est prêt. Plus de 250 millions d'utilisateurs en Chine. Des essais transfrontaliers avec la Thaïlande, les Émirats, Hong Kong. Une monnaie numérique de banque centrale fonctionnelle, pendant que la Fed américaine est encore en train de faire des études sur la possibilité théorique d'un dollar numérique. Tu vois le tableau ? 20 ans de préparation, 20 ans d'accumulation d'or, de développement d'infrastructures, de construction d'alliances commerciales. Parlons de la route de la soie. 1 trillion de dollars en prêts d'infrastructures à plus de 150 pays. Des ports au Pakistan, des chemins de fer en Afrique, des routes en Asie centrale. Et tous ces prêts, ils doivent être remboursés en yuan. La Chine ne prête pas en dollars, elle prête dans sa propre monnaie. Mettons ça en perspective. Le PIB entier de la France est de 2800 milliards de dollars. La Chine a prêté l'équivalent d'un tiers du PIB français à des pays qui devront maintenant tenir des yuans pour rembourser leurs dettes. Parlons de l'or. Les réserves officielles chinoises d'or, 2264 tonnes selon les chiffres publiés. Mais presque tous les experts s'accordent pour dire que c'est une sous-estimation. Les estimations réelles tournent autour de 4000 à 6000 tonnes. La Russie a ajouté plus de 400 tonnes depuis 2014. Les BRICS combinés ? Possiblement 8000 tonnes ou plus. Les États-Unis prétendent avoir 8133 tonnes à Fort Knox, mais personne n'a fait un audit complet depuis des décennies. Voici l'ironie qui va te faire sourire. La France, qui a réclamé son or à Fort Knox dans les années 1960 sous De Gaulle, qui a forcé les États-Unis à rapatrier l'or français parce que De Gaulle ne faisait pas confiance au dollar post-Bretton Woods, maintenant regarde la Chine faire exactement la même stratégie. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et en ce moment, elle rime en mandarin. Les statistiques du yuan te diront qu'il ne représente que 2,3% des transactions SWIFT en 2023. Ça semble dérisoire. Mais en 2010, c'était 0,2%. Une multiplication par 10 en 13 ans.
28 banques centrales détiennent maintenant des réserves en yuan. Les contrats à terme sur le pétrole à Shanghai représentent maintenant 20% du trading sur les benchmarks pétroliers asiatiques. Le yuan numérique donne à la Chine un avantage technologique. Des transactions instantanées, pas de frais SWIFT, pas d'intermédiaire américain, un contrôle total sur les flux financiers. Les États-Unis n'ont même pas commencé à construire un dollar numérique, pendant que la Chine a déjà 250 millions d'utilisateurs actifs. Ça veut dire que quand Total Energy achète du pétrole angolais, elle pourrait bientôt devoir utiliser le yuan. Pas parce que c'est pratique, pas parce que c'est un choix stratégique, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. L'Angola doit rembourser ses prêts chinois en yuan, donc il préfère recevoir des yuan pour son pétrole. Et Total Energy, entreprise française, doit s'adapter ou perdre l'accès aux ressources. Mais attends, si le yuan devient trop fort trop vite, la Chine a son propre problème. On en parlera. Mais d'abord, il faut qu'on parle de l'arme que les États-Unis ont utilisée et qui s'est retournée contre eux de la manière la plus spectaculaire possible. 4. Les sanctions, l'arme qui s'est retournée contre les États-Unis. Les États-Unis ont weaponisé le dollar. Ils ont transformé leur monnaie en instrument de guerre économique. Exclusion de SWIFT, gel des avoirs, sanctions secondaires, extraterritorialité. Tous ces mots techniques qui signifient une chose simple. Si tu ne fais pas ce que Washington veut, ton argent disparaît. Réfléchis encore à ce que ça implique. Chaque sanction envoie un message au monde entier. Le dollar n'est pas une monnaie neutre. Le dollar est un outil politique. Et cet outil peut être utilisé contre toi à tout moment. 2022, la Russie envahit l'Ukraine. La réponse occidentale est massive et sans précédent. 300 milliards de dollars en réserves russes gelées. Gelées. Pas confisquées, pas volées, juste gelées. Mais dans la pratique, quelle est la différence? Cet argent appartenait à la Banque centrale russe. Du jour au lendemain, il n'existe plus. Évaporé. La Russie est exclue de SWIFT, le système de messagerie bancaire mondiale. L'attente était claire. L'économie russe allait s'effondrer. Le rouble allait devenir du papier toilette. Poutine serait forcé de se retirer. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le rouble a chuté initialement, puis il s'est récupéré. L'économie russe a trouvé des alternatives. Le commerce avec la Chine a explosé. 147 milliards de dollars en 2021, 240 milliards en 2023. Une augmentation de 63% en 2 ans. Et 90% de ce commerce se fait maintenant en yuan et en rouble. La Russie vend son pétrole avec une décote de 15 à 20 dollars par baril sous le Brent. Ça semble être une victoire pour les sanctions, non? Faux. La Russie vend plus de volume à l'Inde et à la Chine. Elle gagne moins par baril, mais elle vend tellement plus que ses revenus totaux sont stables. Mettons ça en perspective avec les chiffres globaux. Les États-Unis ont des sanctions actives contre plus de 30 pays. Ça affecte un tiers de la population mondiale. Le message reçu par tous ces pays, et même par les pays qui ne sont pas sanctionnés, tenir des dollars est un risque politique. L'Arabie Saoudite regarde ce qui arrive à la Russie et pense « on pourrait être les prochains ». La Chine regarde ses 1000 milliards de dollars en bons du trésor américain et pense « cet argent pourrait disparaître si on envahit Taïwan ». Même la France devient nerveuse. Et si un désaccord entre l'UE et les États-Unis sur le commerce ou la politique climatique déclenche une pression financière. L'infrastructure alternative est en construction. SPFS, le système russe. 159 banques, 23 pays. CIPS, le système chinois. Plus de 1400 institutions financières. L'Inde connecte son UPI avec Singapour, les Émirats. Un réseau financier parallèle émerge. Et ce réseau fonctionne sans dollar. Les États-Unis ont passé 50 ans à convaincre le monde que le dollar était safe, que c'était la monnaie refuge, que c'était l'actif le plus sûr de la planète. Puis en 2022, ils ont prouvé exactement le contraire. Ils ont prouvé que le dollar est safe seulement si Washington t'aime. Et l'amour de Washington est capricieux. Parlons des sanctions extraterritoriales. Ça, c'est le concept le plus fou de tous. Les États-Unis punissent des entreprises non américaines pour avoir fait du commerce avec des pays que les États-Unis n'aiment pas. BNP Paribas, banque française, a payé 9 milliards de dollars d'amende en 2014. Pourquoi? Pour avoir traité avec l'Iran et Cuba. Des transactions qui ne touchaient jamais le sol américain, qui ne passaient jamais par des banques américaines.
mais parce que certaines de ces transactions étaient libellées en dollars, les États-Unis ont réclamé juridiction. Alstom, le géant français de l'énergie et du transport, a été forcé de vendre ses activités énergétiques à General Electric en 2014 après des accusations de corruption, des accusations américaines, pour des contrats en Indonésie et en Arabie Saoudite. Rien à voir avec les États-Unis. Mais Alstom utilisait des dollars, donc les États-Unis avaient leur mot à dire. Ça veut dire que ta banque française doit suivre les règles américaines. Même pour des transactions entre la France et l'Iran qui ne touchent jamais le sol américain. Ça veut dire que les entreprises françaises doivent embaucher des avocats spécialisés en droit américain juste pour naviguer les sanctions. Ça veut dire que la souveraineté financière de la France est une fiction. Je veux entendre les entrepreneurs français qui regardent ça. Est-ce que vous avez déjà dû refuser un contrat international parce que ça impliquait un pays sous sanctions américaines? Dis-moi dans les commentaires. Le dollar comme arme a créé une demande massive pour des alternatives. Et maintenant, ces alternatives existent. On en reparle dans une seconde. Mais d'abord, il faut qu'on parle du plus grand Ponzi de l'histoire humaine. 5. La dette. Le Ponzi géant qui repose sur la domination du dollar. Les États-Unis doivent 34 000 milliards de dollars. 34 000 milliards. Écrit comme ça, 34 milliards. C'est 123% de leur PIB. Leur déficit annuel est de 1700 milliards de dollars, juste pour 2023. Les paiements d'intérêt sur cette dette, 880 milliards de dollars par an. C'est plus que le budget de la défense américaine. Comment est-ce possible? Comment un pays peut-il soutenir une dette pareille? Réponse simple, parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Les États-Unis peuvent imprimer des dollars, acheter des biens réels partout dans le monde, et les autres pays sont forcés de reprendre ces dollars et de les prêter aux États-Unis en achetant des bons du Trésor. C'est un système pyramidal, mais légal, parce qu'ils ont l'armée la plus puissante. Mettons ça en perspective avec des comparaisons. Si les États-Unis devaient payer des taux d'intérêt comme la France, qui est considéré comme un pays sûr, mais pas aussi sûr que les États-Unis, ça leur coûterait 170 milliards de dollars de plus par an. Si les États-Unis devaient payer comme l'Italie, avec un spread de 2% supérieur, ça serait 680 milliards de plus. Si les États-Unis devaient payer comme un marché émergent typique, avec des taux 5% ou 6% plus élevés, ce serait complètement insoutenable. Le gouvernement américain s'effondrerait. Qui détient cette dette? Le Japon détient 1100 milliards. La Chine détient 816 milliards, en baisse depuis le pic de 1300 milliards en 2013. Le Royaume-Uni détient 668 milliards. La Belgique et Euroclear détiennent 331 milliards. Mais c'est probablement des holdings chinois et russes cachés. Voici le problème qui s'accélère. La Chine vend ses bons du Trésor américain. Elle a vendu pour 300 milliards depuis 2021. Qui achète? La Réserve fédérale. La Fed imprime de l'argent et achète la dette du gouvernement. C'est la définition technique de la monétisation de la dette. C'est ce que font les pays en voie d'effondrement. La courbe des taux est inversée. Le marché perd confiance. Et voici où ça devient personnel pour toi épargnant français. L'assurance vie française. Ce placement préféré des Français où 1800 milliards d'euros sont investis. 1 800 milliards. Presque autant que le PIB annuel de l'Italie. Qu'est-ce que ton assurance vie détient? Des obligations. Beaucoup d'obligations. Et une grande partie de ces obligations américaines. Les investisseurs institutionnels français détiennent plus de 400 milliards d'euros en actifs américains. Ton fonds en euros typique, probablement 20% à 30% en bons du Trésor américain. Ça semblait sûr, les États-Unis n'ont jamais fait défaut. Le dollar est roi. Ça veut dire que quand le dollar perd 20% de sa valeur contre l'euro, ton assurance vie ne perd pas juste 20%. Elle perd 20% de dévaluation de la devise, plus la dévaluation de l'obligation elle-même si les taux montent, plus le risque de défaut si les États-Unis entrent en crise de dette. C'est une triple peine. Voici la spirale de la mort. Le dollar s'affaiblit, les acheteurs étrangers de dette américaine fuient, la Fed doit imprimer encore plus pour acheter la dette que personne d'autre ne veut. L'impression monétaire affaiblit le dollar davantage, la spirale s'accélère. Bienvenue dans la spirale de la mort monétaire.
C'est exactement ce qui est arrivé à toutes les grandes monnaies de réserve avant le dollar. La livre sterling, le florin hollandais, le franc or. Aucune n'a survécu. Petite pause, si tu apprécies cette déconstruction de la géopolitique monétaire, abonne-toi. On couvre les dessous méconnus de l'économie mondiale chaque semaine. Aussi, dis-moi dans les commentaires, tu penses que le dollar va s'effondrer brutalement dans les 5 ans ou que ça va être une mort lente sur 20 ans? Spoiler, les deux scénarios vont détruire ton épargne, juste à des vitesses différentes. Continuons. 6. L'effondrement, lent puis soudain. Ernest Hemingway a écrit une ligne célèbre dans son roman « Le soleil se lève aussi ». Un personnage demande à un autre « Comment as-tu fait faillite ?» La réponse « De deux façons, graduellement, puis soudainement. » C'est exactement comme ça que les monnaies de réserve s'effondrent, lentement au début, si lentement que personne ne remarque vraiment. Les pourcentages changent, les réserves se diversifient, mais rien de dramatique. Puis un jour, un événement déclencheur. Et tout s'accélère de manière exponentielle. La phase graduelle est déjà en cours. Les banques centrales réduisent leurs réserves en dollars. La part du dollar dans les réserves mondiales a chuté de 13 points de pourcentage depuis 2000. Les swaps bilatéraux de devises remplacent le dollar comme intermédiaire. Les banques centrales accumulent l'or à un rythme record. Les contrats pétroliers sont libellés en alternative. 58% des réserves mondiales sont encore en dollars en 2024. Ça semble dominant, ça semble inattaquable. Pense-y une seconde. La livre sterling représentait 60% des réserves mondiales en 1950. En 1970, elle représentait 3%. De 60% à 3% en 20 ans. Mais la majeure partie de cet effondrement s'est produite dans les 3 dernières années. 1967 à 1970. 25 ans de déclin graduel, puis 3 ans d'effondrement soudain. Voici le parallèle historique complet. 1945, la livre sterling est LA monnaie de réserve mondiale. L'Empire britannique couvre le globe. 1950, 60% des réserves mondiales sont en livres sterling. 1967, crise de dévaluation. La livre perd 14% de sa valeur du jour au lendemain. 1970, 3% des réserves. Fini. Terminé. L'empire financier britannique s'effondre en moins de temps qu'il n'en faut pour obtenir un diplôme universitaire. Quels sont les événements déclencheurs possibles pour le dollar? 4 scénarios. Scénario 1. L'Arabie Saoudite annonce que le yuan devient la devise par défaut pour ses contrats pétroliers. Pas juste une option, le défaut. Si tu veux du pétrole saoudien, tu paies en yuan. Le pétrodollar meurt officiellement. Scénario 2. Les BRICS lancent une monnaie commerciale adossée à l'or. Pas pour remplacer leur monnaie nationale, juste pour le commerce international. Un panier de devises BRICS garanti par de l'or physique. Alternative crédible, immédiate. Scénario 3. Crise majeure de la dette américaine. La Fed perd le contrôle des rendements obligataires. Les taux explosent. Le gouvernement américain ne peut plus financer son déficit. Panique. Scénario 4. Choc géopolitique. Conflit à Taïwan. La Chine dump ses 816 milliards de bons du Trésor en représailles. Le marché obligataire américain s'effondre. Et voici le pire. Une fois que ça commence, ça s'accélère. Les détenteurs étrangers voient les autres vendre. Ils paniquent, ils vendent aussi. Le dollar chute de 15% en une semaine. Les prix des importations explosent. La Fed doit choisir. Défendre le dollar en augmentant les taux, ce qui tue l'économie, ou laisser le dollar tomber, ce qui risque l'hyperinflation. Voici ce que ça ressemble en France. Ton iPhone à 999 € aujourd'hui, il coûtera 1499 €. Pas parce qu'Apple est gourmand, parce que le dollar s'est effondré et Apple fabrique en dollars. Tes vacances à New York qui te coûtent 2500 €, elles coûteront 4000 €. Tes produits importés des États-Unis, augmentation de prix de 40% à 60%. Ton salaire, inchangé. À moins que l'hyperinflation frappe la France aussi, auquel cas, tout devient encore pire. La vitesse de l'effondrement moderne. La crise de la livre sterling en 1967 a pris des mois. Lehman Brothers en 2008 a pris des semaines.
Le système financier moderne, avec les algorithmes de trading haute fréquence, les marchés interconnectés, les médias sociaux qui diffusent la panique instantanément, ça pourrait prendre des jours. Laisse ça infuser. Jours. Personne ne sonne la cloche. Tu ne vas pas lire Le Monde un matin avec le titre « Le dollar s'effondre aujourd'hui ». Non. Tu vas voir volatilité sur les marchés, puis inquiétude sur la dette américaine, puis les banques centrales interviennent, puis 3 jours plus tard, ton compte bancaire ne peut plus acheter la moitié de ce qu'il achetait la semaine dernière. L'euro bénéficiera initialement, refuge sûr. Mais l'Europe est liée aux États-Unis. Les partenaires commerciaux de la France, qui dépendent du dollar, s'effondrent. Les exportations françaises vers les États-Unis deviennent impossiblement chères. LVMH voit ses ventes américaines s'effondrer. Airbus ne peut plus vendre d'avions. Les vignobles bordelais perdent leur plus grand marché. Les prix de l'énergie explosent en euros, même si les prix du pétrole restent stables en dollars. Parce que les vendeurs de pétrole exigent plus de yuan ou d'euros pour compenser leurs pertes en dollars. Tu ne verras pas venir l'effondrement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est toujours comme ça. Les gens qui ont prédit chaque crise majeure ont été traités de prophètes de malheur pendant des années. Puis soudainement, ils avaient raison. Et ceux qui n'avaient pas écouté ont tout perdu. 7. Ce qui vient après, le monde multipolaire des devises. Après l'hégémonie du dollar, on n'aura pas l'hégémonie du yuan. On aura la fragmentation. Un monde multipolaire de devises régionales, de blocs commerciaux, de zones monétaires qui se chevauchent. Ça va ressembler au monde d'avant 1914, plus qu'au monde de 1944 à 2024. Les blocs monétaires régionaux se forment déjà. Le yuan dominant en Asie-Pacifique, l'euro renforcé en Europe et dans les partenariats africains, la roupie en Asie du Sud, le réal en Amérique du Sud, et l'or comme règlement neutre entre ces blocs quand ils font du commerce entre eux. Pourquoi le yuan ne va-t-il pas simplement remplacer le dollar 1 pour 1 ? 3 raisons majeures. 1. Les contrôles de capitaux chinois. La Chine ne permet pas la libre circulation des capitaux. Tu ne peux pas facilement entrer ou sortir de l'argent de Chine. Une vraie monnaie de réserve mondiale exige la convertibilité totale. La Chine n'est pas prête à l'accepter. 2. Les problèmes de dette chinois. Le secteur immobilier chinois représente une bulle de 6 000 milliards de dollars. Evergrande, Country Garden, des dizaines de promoteurs en défaut. La dette totale de la Chine est à 280% du PIB. C'est pire que les États-Unis. 3. L'effondrement démographique. La population chinoise a atteint son pic en 2021. Elle décline maintenant. Les projections montrent une perte de 300 à 400 millions de personnes d'ici 2100. Tu ne peux pas construire un empire monétaire de 100 ans sur une population qui se contracte. Réfléchis encore à ce que la Chine veut vraiment. Elle ne veut pas une monnaie de réserve mondiale complète. Ça exigerait d'ouvrir son compte de capital. Ça exigerait de perdre le contrôle sur les flux financiers. La Chine veut le yuan comme une option pour le commerce international, pas comme la seule option. Elle veut le multipolarisme, pas un nouvel impérialisme monétaire. Le nouveau système fonctionnera avec des swaps bilatéraux pour le commerce, de l'or pour régler les déséquilibres entre les blocs, des monnaies numériques de banque centrale pour les transferts directs entre banques centrales. Le dollar existera toujours, mais comme une option parmi d'autres, pas la seule option. Qu'est-ce que ça signifie spécifiquement pour la France ? L'euro devient plus important globalement, c'est positif, mais la responsabilité vient avec. Si l'euro devient une vraie monnaie de réserve au même niveau que le dollar ou le yuan, la France ne peut plus compter sur la BCE pour imprimer son chemin hors des problèmes comme les États-Unis comptent sur la fédération. L'Allemagne exigera l'austérité. Les règles fiscales européennes deviendront encore plus strictes. Mettons ça en perspective avec l'histoire. Avant 1914, le monde avait plusieurs monnaies de réserve. La livre sterling, le franc or, le mark allemand, le dollar américain. Tous utilisés pour le commerce international. De 1914 à 1944, chaos total. Guerre, dévaluation compétitive, protectionnisme, effondrement du commerce mondial. De 1944 à 2024, monopole du dollar. Pax Americana, stabilité relative imposée par la force américaine. Après 2024, retour au multipolarisme. Est-ce que ça veut dire retour aux dévaluations compétitives, aux guerres commerciales, aux conflits? Possiblement. L'histoire suggère que les transitions entre systèmes monétaires sont rarement paisibles. Les implications géopolitiques sont massives. Les États-Unis perdent la capacité de financer des dépenses militaires illimitées.
750 bases militaires à l'étranger deviennent inabordables. Les pouvoirs régionaux montent. La Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Inde, tous gagnent en influence. La dissuasion nucléaire française devient plus importante, pas moins. La France ne peut plus compter sur la protection américaine automatique. La position stratégique française devient intéressante. Bénéfice, l'euro se renforce. Les obligations françaises deviennent plus précieuses. La France a accès à la fois aux marchés occidentaux et aux marchés BRICS. Risque. La France doit choisir entre l'alliance américaine et le pragmatisme économique avec les BRICS. L'autonomie stratégique de Macron n'est soudainement plus juste de la rhétorique. C'est une nécessité de survie. Que doivent faire les individus? Diversifier hors des actifs libellés en dollars. Considérer l'euro parce que c'est ta monnaie domestique et le biais domestique est acceptable. Le franc suisse, 5% à 10% de ton épargne liquide. L'or physique, pas le papier, 5% à 10% de ton portefeuille. L'immobilier, mais attention à l'effet de levier dans un environnement de taux élevés. Les actions dans de vraies entreprises qui produisent de vraies choses, pas juste des instruments financiers. Comprends que tes euros sont relativement sûrs comparés au dollar, mais aucune devise n'est vraiment sûre pendant une période de transition. L'inflation importée te touchera quand même. Le chaos global te touchera quand même. Voici l'ironie finale. La France, qui a été humiliée à Suez en 1956, est forcée de suivre les États-Unis pendant 70 ans, qui a perdu son empire colonial, qui a dû accepter la domination américaine en échange de la sécurité pendant la guerre froide, pourrait finalement obtenir cette souveraineté que De Gaulle réclamait dans les années 1960. Mais le prix? Le chaos économique global qui vient avec l'effondrement de l'ordre monétaire américain. Sois prudent dans tes souhaits, tu pourrais les obtenir. 8. La réalité, protège ton épargne maintenant. Ceci n'est pas du catastrophisme, c'est de la reconnaissance de patterns. Toutes les grandes monnaies de réserve de l'histoire ont suivi le même arc. Ascension basée sur la puissance économique et militaire, domination pendant quelques décennies, extension excessive, endettement massif, déclin graduel, effondrement soudain. Le dollar ne sera pas l'exception. Les lois de l'histoire et de l'économie ne font pas d'exception. Voici un timeline réaliste. La phase graduelle a déjà 10 ans. Elle a commencé en 2014 avec les sanctions contre la Russie qui ont lancé le processus de dédollarisation. La phase d'accélération, 2024 à 2027. Expansion des BRICS, pivot saoudien, alternative au dollar qui deviennent mainstream. La phase de crise, ça pourrait être 2027 à 2030. Ça pourrait être plus tôt. Fais les calculs. Tu as peut-être 3 à 5 ans. Qu'est-ce que les épargnants français doivent faire concrètement? Action 1. Réduis ton exposition au dollar dans ton portefeuille. Vérifie les holdings de ton assurance vie. Si tu as un fonds en euros lourd en obligations américaines, diversifie. Déplace une partie vers des fonds européens, des obligations françaises et allemandes, des actifs réels. Action 2. Augmente tes actifs tangibles. L'or physique, pas le papier. 5% à 10% de ton portefeuille. Des pièces d'or, des lingots que tu peux tenir dans ta main. Pas des ETF or, pas des certificats, du métal réel. L'immobilier, mais fais attention à l'effet de levier dans un environnement où les taux peuvent rester élevés longtemps. Les actifs productifs, actions dans de vraies entreprises qui font de vraies choses, pas juste des holdings financiers. Action 3, diversification des devises. Garde des euros, c'est ta monnaie domestique. Le biais domestique est acceptable et intelligent. Ajoute du franc suisse, 5% à 10% de ton épargne liquide en franc suisse. C'est la devise la plus stable au monde historiquement. Peut-être une petite exposition au yuan si tu es sophistiqué et que tu comprends les risques. Action 4. Compétences et relations. Ta capacité à gagner de l'argent compte plus que ton épargne. Développe des compétences qui seront précieuses dans n'importe quel environnement économique. Construis un réseau dans des industries résilientes. Reste adaptable. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne panique pas et ne vends pas tout. Ne va pas 100% en or. C'est illiquide et ne génère pas de rendement. N'essaie pas de timer l'effondrement exact, c'est impossible. Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que tu ne peux rester solvable.
Ne fais pas confiance aux crypto-monnaies comme sauveur. Bitcoin pourrait bénéficier d'un effondrement du dollar. Ou pas. Ça exige l'adoption, la stabilité, la régulation. Tu veux parier tes économies de vie sur peut-être ? La question crypto mérite une seconde. Oui, Bitcoin est conçu comme une alternative aux monnaies fiat. Oui, il a une offre limitée. Oui, il pourrait exploser si le dollar s'effondre. Mais il pourrait aussi être régulé hors de l'existence. Il pourrait être remplacé par des monnaies numériques de banque centrale. Il pourrait s'effondrer pour des raisons techniques qu'on ne comprend pas encore. C'est un pari, pas une certitude, traque-le comme tel. Les avantages français dans cette transition sont réels. La BCE a historiquement été moins imprudente que la Fed. La dette publique française, bien qu'élevée à 110% du PIB, reste inférieure à celle des États-Unis à 123%. Tes économies libellées en euros sont protégées de l'effondrement direct du dollar. Tu as accès à la fois aux marchés occidentaux et aux marchés émergents. La France est géographiquement et économiquement positionnée pour naviguer un monde multipolaire mieux que des pays plus isolés. Le changement de mentalité nécessaire est profond. Arrête de penser croissance à tout prix. Commence à penser préservation d'abord. Ceci est un changement générationnel, pas un problème d'un an. La stratégie de tes parents, acheter des obligations d'État, garder des dollars, faire confiance au système, est obsolète. Le monde dans lequel cette stratégie fonctionnait n'existe plus. Voici un écho historique. Tes grands-parents ont peut-être vécu la dévaluation du franc en 1958. De Gaulle a dévalué, créé le nouveau franc. 100 anciens francs sont devenus un nouveau franc. L'épargne a été décimée. Tu pourrais vivre la dévaluation du dollar, mais cette fois, ce n'est pas juste une monnaie nationale qui s'effondre. C'est la monnaie qui contrôle le commerce mondial entier. L'impact sera 100 fois plus grand. Donc voilà où on en est. Le système que les États-Unis ont construit en 1974 est en train de se démonter. Pas à cause d'une conspiration, pas à cause d'une erreur unique, mais à cause de la logique implacable de l'histoire. Les empires s'étendent trop, ils s'endettent trop, ils deviennent arrogants, et puis ils tombent, toujours, sans exception. Donc, récapitulons la situation du dollar américain. 1. Le pétrodollar, qui a forcé la demande mondiale de dollars depuis 1974, est en train de mourir, avec l'Arabie Saoudite, qui accepte maintenant le yuan pour le pétrole et qui considère sérieusement de faire du yuan sa devise par défaut. 2. Les BRICS représentent 46% de la population mondiale, contrôlent 42% de la production pétrolière et construisent activement des alternatives à SWIFT et au dollar pour le commerce avec le SPFS russe, le CIPS chinois et la Banque des BRICS qui prête en monnaie locale. 3. La Chine a passé 20 ans à préparer le yuan avec l'accumulation d'or, la route de la soie qui a prêté 1 trillion de dollars en yuan et le yuan numérique qui a déjà 250 millions d'utilisateurs et maintenant toutes ces pièces sont en place pour défier le dollar. 4. Les sanctions américaines qui devaient punir la Russie et imposer l'ordre américain ont accéléré la dédollarisation en prouvant au monde entier que le dollar est une arme politique, pas une monnaie neutre et que détenir des dollars est un risque politique. 5. Les États-Unis doivent 34 000 milliards de dollars avec un ratio dette-PIB de 123% et ne peuvent financer cette dette à des taux bas que parce que le monde est forcé d'acheter des bons du Trésor américain pour obtenir des dollars pour le commerce. 6. L'effondrement ne sera pas linéaire, ça sera lent puis soudain, exactement comme la livre sterling qui est passée de 60% des réserves mondiales en 1950 à 3% en 1970, avec la majeure partie de l'effondrement concentrée dans les 3 dernières années. 7. Ce qui vient après n'est pas l'hégémonie du yuan, mais un monde multipolaire fragmenté, avec des blocs de devises régionales, l'or comme règlement neutre, et un retour aux dynamiques monétaires d'avant 1914, avec tous les risques de dévaluation compétitive et d'instabilité que ça implique. Et 8. Ton épargne française est relativement protégée si tu restes en euros et si tu diversifies intelligemment. Mais tu vas quand même souffrir de l'inflation importée, du chaos commercial global et de la volatilité massive pendant la transition. Le dollar n'est pas trop gros pour échouer. C'est un château de cartes de 50 ans construit sur du pétrole saoudien et des porte-avions, et les deux fondations sont en train de s'effriter. Les Saoudiens flirtent avec le yuan, les porte-avions coûtent trop cher à maintenir avec une dette de 34 000 milliards. L'histoire montre que chaque monnaie de réserve mondiale finit par s'effondrer.
la livre sterling qui dominait le commerce pendant 200 ans, le florin hollandais avant elle, le sesterce romain dans l'Antiquité. Toutes sont tombées. Le dollar ne sera pas l'exception. Les États-Unis ne sont pas spéciaux, ils sont juste plus récents. La seule question est quand exactement et vas-tu être préparé quand ça arrive ? Donc, à tous les épargnants français qui regardent cette vidéo et qui ont des dollars ou des actifs libellés en dollars dans leur portefeuille, ne les gardez pas aveuglément. Ne faites pas confiance au système juste parce qu'il a fonctionné pendant toute votre vie. Pas parce que je déteste l'Amérique. Je ne déteste pas l'Amérique. Pas parce que je suis anticapitaliste. Je crois au capitalisme. Mais parce que l'histoire ne se soucie pas de ton patriotisme ou de ta loyauté envers un système. Elle se soucie de la mathématique. Et la mathématique dit que ce système est insoutenable. 123% de dette PIB, 1700 milliards de déficit annuel, 880 milliards juste en paiement d'intérêts. Aucun pays dans l'histoire n'a survécu à ces chiffres sans une monnaie de réserve mondiale. Et le statut de monnaie de réserve est en train de disparaître sous nos yeux. C'est ça la réalité du dollar américain. C'est pas juste une monnaie, c'est le cheat code ultime dans le jeu de la géopolitique mondiale. C'est le code qui a permis aux États-Unis d'imprimer de l'argent et d'acheter des biens réels, d'avoir un déficit commercial massif sans conséquence, de financer 750 bases militaires à l'étranger, de mener des guerres sans fin au Moyen-Orient, et ce cheat code est en train d'expirer. Les autres joueurs ont trouvé comment contourner le code. Ils construisent leur propre système. Et quand le code expire complètement, tout le monde va payer le prix. Les Américains vont payer le prix fort. Mais toi aussi, même en France, même avec des euros, tu vas sentir les ondes de choc. Si tu as apprécié cette analyse approfondie de la mort programmée du dollar et ce que ça signifie pour ton épargne française, fais-moi une faveur. Clique sur le bouton « J'aime ». Ça aide l'algorithme plus que tu ne le penses. Vraiment. YouTube favorise les vidéos avec un fort taux d'engagement dans les premières heures. Ton like compte. Et abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos où on décortique la réalité terrifiante de la géopolitique économique, des monnaies, des systèmes financiers qui contrôlent nos vies et des changements massifs qui arrivent, mais dont personne ne parle vraiment dans les médias mainstream. Je veux connaître ton avis. Est-ce que tu as déjà commencé à diversifier hors du dollar ? Est-ce que tu gardes de l'or physique ? Est-ce que tu penses que je suis complètement fou et que le dollar va régner pour toujours ? Est-ce que tu penses que l'effondrement arrive dans 2 ans ou dans 20 ans ? Laisse ta réponse dans les commentaires. Je lis tous les meilleurs. Sérieusement, je passe du temps à lire vos commentaires et vos perspectives enrichissent ces vidéos. Merci d'avoir regardé et reste prudent avec ton épargne. Les temps qui viennent vont être volatiles.